Bonsoir et bienvenue sur Mon Business TV. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, vous êtes commerçant, distributeur, alors vous êtes au bon endroit. Retrouvez-moi sur Mon Business TV, la chaîne qui fait décoller votre activité. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mon Business TV, la chaîne qui fait décoller votre activité. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Faites-vous partie des entreprises vivantes? Oui, j'ai bien dit vivantes. Alors, je vais développer ce point dans quelques instants, mais avant d'en arriver au thème de cette vidéo, je vais simplement vous partager ce que j'ai vécu ces derniers jours. Alors, nous sommes aujourd'hui le 12 février et on est en plein carnaval ici en Martinique. Vous savez que le carnaval aux Antilles et dans la Caraïbe en général, c'est un temps fort de l'année. C'est un moment où tout le monde... je dirais se défoule, laisse un petit peu partir toutes les frustrations de l'année et c'est un moment de yes collective et j'ai eu la chance de pouvoir passer un petit moment pendant le défilé d'hier. Alors le défilé ici, ça s'appelle un vidé. Le vidé, c'est le moment où tous les carnavaliers défilent dans les rues. Et ce qui est très sympa sur cette période, c'est que finalement, toutes les générations se retrouvent, toutes les classes sociales se mélangent et c'est un moment de communion autour d'une tradition qui fait que on a par exemple plusieurs thèmes tout au long de ces journées et c'est vraiment très sympa, très bon enfant. Et c'est vraiment un moment où justement on se sent vivant parce qu'on se sent pris par une euphorie collective et ça fait vraiment du bien. Et je pense notamment aux gens qui arrivent à cette période de l'année aux Antilles. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller voir ces défilés, voire même à y participer. Il n'y a aucune condition, si ce n'est de se déguiser évidemment. Mais c'est vraiment très sympa et surtout ça vous permet de faire un peu corps avec cette communauté, avec l'ensemble des Antillais finalement et c'est très très sympa. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous ai dit en introduction que les entreprises vivantes, c'était celles qui faisaient la différence et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais pour se sentir vivant, c'est vrai que quand vous faites partie d'un collectif, que vous vous sentez animé par d'énergie, par l'enthousiasme, et évidemment tout ça devient beaucoup plus facile. Moi, pendant cette période de carnaval, je me sens vivant parce que je me sens porté un peu par ce mouvement, par cette musique, par ces rythmes. Et votre entreprise, ça doit exactement être la même chose. C'est un organisme vivant. Vous devez l'animer, lui insuffler le souffle de vie. Et tous vos efforts doivent vraiment se porter sur le fait de la faire se développer, de la faire grandir. Et j'explique à mes clients que une entreprise, c'est comme une musique, il doit y avoir vraiment une ligne rythmique, il doit y avoir une base qui continue sans arrêt à produire des prospects, à convertir des prospects en clients. On doit ensuite avoir une petite musique au-dessus, une petite mélodie qui séduit le client en permanence. Bref, c'est un peu une forme d'architecture musicale, ce que j'ai coutume de dire, et on peut faire des analogies avec la rythmique très basse du carnaval, avec ses rythmes de tambour, avec ses rythmes de grosses caisses, et ça anime le défilé comme votre base rythmique doit animer aussi votre entreprise. Alors, ok, je reviens à des choses un petit peu plus concrètes, j'ai fait un petit détour un peu artistique pour simplement vous donner une image et vous fixer les choses. Je vous mettrai d'ailleurs dans cette vidéo quelques photos et des extraits du défilé auquel j'ai participé, mais simplement pour vous dire que votre entreprise, vous devez en prendre soin comme s'il s'agissait d'une personne. C'était ça mon message. Alors, pour en revenir à des choses plus prosaïques et plus concrètes, je voulais simplement vous témoigner, en tout cas vous faire part de ce que moi j'ai ressenti depuis maintenant 3-4 ans. Je fais un petit flashback. Il y a 4 ans, j'ai commencé à réfléchir à la création de mon activité. Je me suis vraiment intéressé à la vie des entreprises depuis cette période. Et ce que j'ai relevé, c'est que de plus en plus, l'écart se creuse entre des entreprises qui réussissent presque de manière insolente et des entreprises qui sont un peu plus en difficulté. Et parmi ces entreprises qui réussissent, j'ai trouvé 7 caractéristiques communes que je vais vous partager aujourd'hui. Et là, il n'est pas question de taille, ni d'environnement, ni de contexte géographique, ça marche quel que soit le secteur, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Et j'ai pu relever ça sur presque une 50aine d'entreprises que j'ai pu scanner, analyser
et j'ai retrouvé ces constantes à chaque fois. Et en plus, je me suis permis d'aller aussi voir dans les grandes entreprises si on retrouvait un peu ces mêmes caractéristiques et comme par hasard, ça recoupait ce que moi-même j'avais observé auprès de PME ou TPE locales. Alors, ces caractéristiques, voilà ce qu'elles sont. Donc, le mot vivante, en fait, c'est un acronyme pour les 7 lettres que je vais décliner avec vous. La première lettre, c'est le V. V comme vision. Une entreprise aujourd'hui qui n'a pas de vision à long terme se met déjà presque en difficulté. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que les marchés étaient saturés de produits, saturés d'offres et que le consommateur aujourd'hui, il avait un choix énorme face à lui et que le seul critère pour choisir un produit ou un service, c'était d'avoir vraiment un contenu et une valeur ajoutée par rapport à son concurrent. Donc, quand vous décidez de créer une entreprise ou quand vous voulez faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure, analysez votre marché, regardez ce que font vos concurrents, ce que sont les produits de la concurrence et essayez d'amener les vôtres à un niveau supérieur. Si vous n'avez pas une vision pour les 5 ans, 10 ans à venir, vous n'irez pas très loin. Il faut que quand vous réfléchissez à votre concept, à votre base, à votre idée, eh bien vous emmeniez votre entreprise au-delà de ce qui existe. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets de ce qu'est une notion de vision. Apple, et Steve Jobs en l'occurrence son créateur, quand il a décidé de s'attaquer au marché du PC qui était, je vous le rappelle, à l'époque squatté par des grosses boîtes comme IBM, etc., eh bien c'était difficile d'émerger. Et ils ont simplement commencer à réfléchir à l'ordinateur, non plus du point de vue de la machine, puisqu'on était dans une période très orientée techno, mais du point de vue de l'utilisateur. Et à partir du moment où ils se sont mis dans la peau de l'utilisateur, comme par hasard, ils ont sorti des machines à la fois esthétiques, fonctionnelles et terriblement intuitives. Tout le monde vous le dira, et moi le premier qui ai longtemps fait de la résistance aux produits Apple parce que je trouvais que les prix étaient un peu, comment vous dire, exagérés. Eh bien, après des années de résistance, je me suis converti et je me suis rendu compte que moi qui utilise les outils digitaux au quotidien, effectivement, les produits Apple sont plus intuitifs, plus costauds, plus facile tout simplement d'utilisation tout en étant très bien pensé d'un point de vue de l'utilisation. Donc cette vision qu'a eu Steve Jobs, c'est ce qui lui a permis de faire d'Apple ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise florissante avec des centaines de milliards de dollars aujourd'hui qui permettent à l'entreprise de réinvestir dans son outil de production. Donc ça, c'est très important d'avoir cette vision. Et si demain, vous décidez de créer une boulangerie, par exemple, bio, vous devez vous dire qu'est-ce que va être ma boulangerie bio dans 5 ans? Est-ce que je peux imaginer de la modéliser? Est-ce que demain, je peux créer des franchisés? Je vais juste prendre comme exemple la boulangerie. Bon, vous savez que le pain français est très populaire dans le monde, puisqu'il y a énormément de boulangers français qui se sont exportés et qui ont développé des affaires dans les pays anglo-saxons notamment. Eh bien, la chaîne Kaiser réussit l'exploit d'exporter le modèle de sa boulangerie aux 4 coins de la planète. Et aujourd'hui, c'est une petite multinationale à la française avec un rayonnement et un savoir-faire qui est incontestable. Ce créateur, il a bien eu une vision à un moment donné et il s'est projeté sur ce qu'allait être son entreprise dans les 5 ans, dans les 10 ans. Le groupe Leduf, qui est né dans les années 80 pour faire un petit coup de pub à la Bretagne, vous savez que c'est ma terre natale et la terre de mon cœur, eh bien le groupe Leduf, c'est pareil. C'est la brioche dorée qui est un petit peu l'enseigne phare. Elle s'est développée d'abord dans l'Ouest, puis après elle a essaimé sur plusieurs départements et aujourd'hui elle est implantée également à l'étranger. Donc si Leduf, le créateur, n'avait pas eu cette vision pour son entreprise, elle serait sans doute toujours une petite chaîne régionale de boulangerie. Donc pensez à votre vision, essayez de vous projeter sur les 5 ans, 10 ans, ne suivez pas les tendances, ne suivez pas les modes, suivez votre projection, suivez votre instinct. Ça, c'est très important. Ensuite, le I comme innover. Une entreprise qui n'innove pas aujourd'hui, elle est quasiment condamnée à faire ce que font les autres, c'est-à-dire soit à faire du surplace, soit à se faire manger par les concurrents. Alors c'est un peu cash, mais c'est la réalité. Une entreprise aujourd'hui, elle est obligée d'innover, c'est même pas une option, c'est une obligation. Aujourd'hui, les entreprises qui réussissent sont des entreprises qui passent leur temps à imaginer ce que va être le produit ou le service de demain. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont toujours un temps d'avance, un coup d'avance sur leurs concurrents et ils sont
toujours dans la recherche de l'amélioration de leur service ou de leurs produits, en partant bien sûr toujours des attentes et des besoins du client. On n'innove pas dans son coin, on n'innove pas pour se faire plaisir, on innove parce qu'on vient soulager la douleur d'un client et on vient lui amener un plus. Prendre un exemple très basique, mais je lisais il y a quelques jours un article sur le monde de la franchise et les centres auto, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus proposent des services de conciergerie, c'est-à-dire qu'ils vont chercher la voiture au bureau du client et du coup, ensuite, ils la ramènent. Pour le client, c'est nickel, il n'a pas à se déplacer au centre auto parce qu'en général, on ne va pas se mentir, plutôt perçu comme une corvée, ça n'apporte pas grand-chose. Et rien qu'en faisant ça, on amène un plus. La grande distribution aujourd'hui a innové aussi en France, sachant que vous savez que c'est un pôle économique très important. Les drives ont fleuri en périphérie. Pourquoi? Parce que la corvée des courses le samedi, franchement, il n'y a plus aucun ménage qui a envie de s'y soumettre. Donc si les grandes surfaces ont créé en fait ces drives, c'est bien pour soulager, entre guillemets, la douleur des courses du samedi, avec les enfants qui courent dans tous les sens, la queue aux caisses, enfin bon, tout ce que nous avons connu à un moment donné de notre vie et qu'on n'a pas forcément envie de revivre. Donc voilà, les innovations, ça ne demande pas à réinventer la roue en général, mais à chaque fois, il faut que ce service ou cette innovation, elle soit tournée vers l'avantage que le client va en retirer. Pensez client, mettez le client au centre de votre réflexion et innovez pour lui faciliter la vie. Ensuite, troisième élément qui caractérise ces entreprises, c'est cette notion de valeur. Aujourd'hui, la principale demande des clients, c'est de s'y retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu, vous le savez, des crises alimentaires, la crise de la vache folle, voilà, les allergies avec, je ne sais pas, des choses comme le gluten, etc. On a tous des grandes questions autour de l'origine des produits, autour des conditions de fabrication des produits. Je fais notamment référence aux marques de prêt-à-porter qui se sont fait prendre à cause du fait qu'ils produisaient dans des pays émergents. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le client a besoin de sens dans sa consommation. Il a besoin de savoir ce qu'il achète, à qui il achète et comment ces produits sont fabriqués, dans quelles conditions, etc., etc. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez la quasi-obligation de déclarer ce que sont les valeurs auxquelles vous êtes attaché. Est-ce que vous avez dans votre composition exclu des composants qui peuvent créer des allergies? Est-ce que vos circuits de distribution sont tous équitables? Tout ce qui va donner du sens et qui va peser dans la décision d'acheter, c'est intéressant. Je vais juste prendre comme exemple le Made in France. Quand il y a un certain ministre qui a lancé cette vogue du Made in France il y a quelques années, tout le monde a un peu ricané en disant ouais, Made in France, c'est bien gentil, mais il y a bien longtemps qu'on a perdu tout ça. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que comme la notion de proximité aujourd'hui pour le consommateur elle devient de plus en plus importante, finalement, le consommateur, on s'est rendu compte qu'il était prêt à acheter un peu plus cher pour acheter de la qualité française. Et du coup, il y a des tas d'entreprises qui se sont engouffrées dans la brèche et qui ont surfé en quelque sorte sur cette vogue du Made in France et ça continue. Je vais juste vous donner un exemple alors, totalement improbable de réussite à la française. Il y a, je crois que cette entreprise elle a été créée il y a 5 ou 6 ans. Elle a été créée par un fringant trentenaire qui a décidé de lancer 2 paris qui, sur papier, paraissaient totalement impossibles. Alors, tenez-vous bien, accrochez-vous, ça secoue. Ce fringant trentenaire donc, a décidé à la fois de relancer le slip, oui, parce que là, on parle de slip. Vous savez que le slip a longtemps été, on va dire, le modèle dominant de la garde-robe masculine concernant les sous-vêtements et il a été détrôné à partir des années 90 par un objet qu'on n'a pas vu venir. Alors, on a eu le caleçon dans les années 80. Bon, personnellement, j'ai testé, j'ai jamais trouvé ça exceptionnel. Et puis est arrivé vraiment le challenger qui a absolument terrassé et le caleçon et le slip. Je veux parler du boxer. Donc le boxer aujourd'hui, c'est la référence. C'est-à-dire si vous êtes un homme et que vous n'avez pas de boxer, c'est que vous êtes un peu has-been. Je caricature, ça fera peut-être sourire ces dames, mais messieurs, vous serez probablement d'accord avec moi que si vous n'avez pas de boxer, vous êtes un peu, on va dire, faites partie de la génération un peu derrière. Donc, le boxer, ça a été l'envahisseur en quelque sorte, et
ce jeune homme a simplement décidé de relancer le slip. Et tenez-vous bien, accrochez-vous à l'élastique justement, il a décidé de relancer le slip à la française, c'est-à-dire qu'il a décidé qu'il allait relancer la mode du slip et qu'il allait le faire fabriquer en France. Donc, il s'est lancé dans la production de slips en petite série, je crois que c'est dans une petite entreprise de confection du côté de la Touraine. Il en a vendu 200, puis 300, et puis il a fait la tournée des distributeurs. Et aujourd'hui, le slip français, pour donner la marque, c'est une petite entreprise très florissante, qui a commencé en ligne, qui a fait le buzz avec des campagnes un petit peu événementielles, qui a très bien utilisé les réseaux sociaux et qui a détourné notamment quelques campagnes politiques, notamment au moment de la présidentielle. Alors, pour la petite histoire, et puis on terminera sur cette anecdote, il y avait notamment un détournement de campagne au moment de la candidature de François Hollande, et l'affiche disait ceci: le changement de slip, c'est maintenant. Voilà. C'était juste pour la petite histoire, j'essaierai de vous mettre le visuel dans la description de cette vidéo. Donc tout ça pour vous dire que les valeurs aujourd'hui, les valeurs attachées à la marque Le Slip Français, fait que quelque part le fait d'afficher un sous-vêtement français, c'est une marque de qualité, c'est une marque de proximité aussi du coup, donc comme quoi les valeurs peuvent parfois porter une marque. Donc, pensez-y à votre niveau, si vous affichez haut et clair vos valeurs, ça fera la différence. Ensuite, essayez d'avoir un avantage unique sur votre marché. Je vous ai pris l'exemple d'Apple tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'Apple fait encore la différence sur son marché? C'est parce que la qualité perçue des produits Apple, même à technologie et à qualité égale par rapport à des smartphones, par exemple, de qualité équivalente, je pense notamment aux smartphones Samsung qui sont intrinsèquement aussi bons que les iPhones, sauf que dans l'esprit du consommateur, comme Apple a été le premier à lancer l'iPhone, eh bien, il est encore perçu aujourd'hui comme étant le meilleur smartphone du marché. Et ça, c'est un avantage unique. Je vais vous donner un autre exemple très parlant de ce que doit être un avantage unique dans votre propre entreprise. Et ça marche, encore une fois, dans tous les secteurs d'activité. Si vous arrivez à faire une différence perceptible par le consommateur, vous gagnerez votre pari et ça marche quelle que soit la taille de l'entreprise. Là, je vais vous donner un exemple dans le marché de l'électroménager. L'électroménager, c'est un marché étal parce que les nouveautés sont relativement rares, il n'y a pas de valeur réellement technologique perçue par le consommateur, il y a eu énormément d'éléments. Alors, il y a un produit qui marche très bien, vous le savez, puisque les cours de cuisine sont très à la mode, c'est la mode des robots cuiseurs. Ça, c'est un produit qui fonctionne plutôt bien, mais globalement, sur le marché de l'électroménager, il ne se passe pas grand-chose. Et est arrivé un ingénieur qui a inventé un aspirateur sans sac. Alors, je fais une petite parenthèse sur l'aspirateur. Nous avons tous passé l'aspirateur. On sait que, c'est une corvée, c'est pas ce qu'on préfère faire. Bon, de toute façon, le ménage, d'une façon générale, c'est pas ce qu'on préfère. Et l'aspirateur, c'est pas ce qu'on préfère non plus, en général, quand on fait le ménage. Et la corvée suprême, quand on utilise un aspirateur, c'est d'avoir à changer le sac. On l'a tous vécu. Alors déjà, il faut arriver à le sortir. Deuxièmement, quand on sort, il y a de grandes chances pour qu'il explose en vol. Ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé, je pense qu'on l'a tous vécu. Et le génie de Dyson, ça a été d'inventer cet aspirateur sans corvée, puisque l'aspiration se fait par un système, alors, ne me demandez pas comment ça marche, c'est un système d'extraction d'air qui fait que la poussière est directement broyée, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il qu'on n'a pas à faire ça. Et évidemment, ça permet à cette marque d'avoir un avantage concurrentiel énorme par rapport à ses concurrents. Et ils ont tout simplement relancé le marché de l'aspirateur grâce à cette innovation et grâce à cet avantage unique. Vous voyez, ça nous ramène à la fois à l'innovation et à l'avantage unique que vous amenez sur votre marché. Donc, si votre innovation rencontre l'avantage unique, évidemment, c'est bingo. Donc, le Dyson, l'avantage, c'est que il est à la fois esthétique, c'est un beau produit, un peu comme l'iPhone qui a redonné les canons esthétiques des téléphones portables, et ça leur permet de vendre leur aspirateur 2 à 3 fois plus cher. Et ça fonctionne, puisque comme ce sont les seuls à avoir déposé cette technologie, à avoir travaillé cette technologie, ils ont une avance considérable. Alors évidemment que les concurrents ont cherché à imiter et à copier le produit, mais l'avantage qu'ils avaient au départ, ils l'ont conservé, aujourd'hui ils développent d'autres produits et à chaque fois ils amènent de la valeur ajoutée. Je vais vous donner un autre exemple très concret, là pour le coup, j'ai une de mes clientes qui vend des parfums tropicaux, donc
composé à base d'essences, fleurs et de plantes tropicales. Et ça fonctionne plutôt bien, c'est une TPE qui aujourd'hui a grandi, qui a passé le cap des 5 salariés et qui maintenant existe depuis 20 ans. Et son gros avantage par rapport aux marques nationales, c'est que, évidemment, ces parfums ont une identité caribéenne, une identité forte qui leur permet de séduire le consommateur, et ils ont développé un concept qui s'appelle le bar à parfum. Alors le bar à parfum, comme son nom l'indique, c'est un endroit où le consommateur peut venir en boutique, composer à partir d'essences qui existent déjà, à partir de mélanges qui existent déjà. Ça permet au consommateur de fabriquer en quelque sorte son propre parfum en mélangeant à sa guise différentes essences. Donc voilà un avantage unique que ce client a, enfin c'est un client, ce client a un avantage sur ses concurrents puisque c'est le seul parfumeur local, donc qui crée en fait ses parfums donc ici, qui a ce bar à parfum. Je crois même que c'est un concept qui est relativement unique aujourd'hui à l'échelle de la Caraïbe, voire même à l'échelle de la métropole. Donc voilà ce que c'est qu'un avantage unique. Il ne s'agit pas d'aller chercher la lune, mais simplement de dire voilà, qu'est-ce que je peux faire, moi, que les autres ne font pas et qui va être immédiatement identifiable aux yeux du consommateur. Voilà ce que c'est qu'un avantage unique. Autre élément, et là on passe aux éléments de narration, le N pour narration, racontez votre histoire. Vous êtes à la tête d'une entreprise, cette entreprise elle a une histoire, il faut soit vous mettre sur le devant de la scène pour raconter ce qu'a été votre parcours, pourquoi vous avez créé l'entreprise que vous avez créée, et notamment quand vous êtes un entrepreneur indépendant, c'est important d'expliquer le concept qui a été le point de départ de votre création, pourquoi vous avez décidé de créer cette entreprise, si vous êtes artisan parfumeur, si vous êtes artisan fleuriste, c'est bien d'expliquer ce qui vous a poussé à créer et pourquoi vous faites finalement ce que vous faites. Donc ça c'est important, et si vous regardez bien les entreprises qui ont réussi à l'échelle de la planète, souvent ces entreprises sont associées à un créateur assez charismatique et qui est le premier ambassadeur de sa marque. Alors je vais évidemment prendre l'exemple de Steve Jobs qui est aujourd'hui créateur emblématique d'Apple, mais on peut prendre l'exemple aussi de Virgin, puisque Virgin est indissociable de Richard Branson. En France, plus près de nous, on peut aussi prendre l'exemple de Michel-Édouard Leclerc, qui est toujours, même si c'est un peu retiré des affaires courantes, qui a longtemps porté l'enseigne Leclerc sur ses épaules par ses interventions médiatiques ou ses prises de position. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où vous mettez en avant, que vous personnifiez en quelque sorte votre entreprise, ça vous donne un avantage parce que les consommateurs peuvent s'identifier au créateur de l'entreprise et donc ça donne évidemment une dimension humaine à votre entreprise. Mais ce n'est pas le seul élément sur lequel vous pouvez jouer, puisque les éléments de la narration, c'est bien sûr vous qui allez les porter, mais n'hésitez pas à raconter l'histoire de votre entreprise et à y mettre de l'émotion. Vous savez que dans l'acte d'achat, l'émotion, elle est plus importante que le côté rationnel. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire vibrer vos clients en jouant sur les émotions plutôt qu'en jouant uniquement sur l'aspect rationnel, je vous rappelle que dans le choix d'un produit ou d'un service, l'aspect émotionnel est au moins aussi important que le choix rationnel, tout simplement parce qu'on a besoin de raisonner avec le produit ou le service qui est proposé. Je vais juste vous donner un exemple de ce qu'est un bon chemin émotionnel pour inciter quelqu'un à passer à l'achat. Il y a quelques mois, je me trouvais en mission à Bordeaux et je suis rentré dans une enseigne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Lush. Alors Lush, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette enseigne de cosmétiques, c'est donc une entreprise anglaise dont la particularité est de proposer des produits cosmétiques à 1000 lieues de ce que vous avez l'habitude de trouver, soit dans des parfumeries, soit dans des magasins de cosmétiques, où en général on a une ambiance un petit peu clinique, un peu scientifique, avec un bel ordonnancement, des produits sagement rangés, un environnement un peu, on est entre finalement la parapharmacie et le magasin.
Donc, c'est pas du tout l'ambiance de Lush. Quand vous arrivez chez Lush, déjà, vous avez une explosion de couleurs, vous n'avez pas d'emballage, donc vous avez des produits un peu en vrac avec des masses comme ça, vous ne savez pas très bien finalement à quoi ça correspond. Vous avez des vendeurs et des vendeuses qui sont plutôt en mode bobo, que vous savez bien apprêtés en blouse blanche. Souvent, je confonds d'ailleurs les vendeuses en boutique de parfumerie avec des infirmières. Entre l'infirmière et l'hôtesse de l'air. Vous voyez, on est un peu dans cette optique. Là, rien à voir. On a vraiment affaire à des vendeurs très cool, très dégagés. Mais par contre, là où ils sont très forts chez Lush, c'est qu'ils prennent en charge le client, ils expliquent un peu le concept, c'est ce qui s'est passé pour moi. Expliquer pourquoi les produits n'étaient pas emballés, pourquoi on avait aussi des ingrédients naturels qui intervenaient dans la composition, pourquoi quand on achetait, le conditionnement se faisait avec des emballages réutilisables qu'on devait ramener après utilisation. Bref, ils ont été capables de me donner un environnement déjà d'information et surtout ils ont su m'emmener sur le terrain sensoriel, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait goûter les produits, ils me les ont fait sentir, ils les ont appliqués sur ma peau et tout ça en racontant l'histoire de Lush et en m'emmenant finalement un peu en me faisant rentrer dans l'histoire de Lush et de la création et du pourquoi, etc. Donc ça c'est très important quand on raisonne sur ces éléments narratifs. Mettez-vous en scène, mais mettez aussi en scène vos produits. Pensez à expliquer vraiment ce qui fait la différence, encore une fois, entre vos services, vos produits et les autres. Ensuite, dernier élément et avant-dernier élément, c'est très important d'essayer de créer une communauté autour de vos produits, une véritable tribu. Les entreprises qui réussissent, elles ont une force majeure par rapport aux autres, c'est qu'elles font de leurs clients des fans. Aujourd'hui, essayez de faire goûter ou de faire essayer un autre téléphone qu'un iPhone à quelqu'un qui a goûté un produit Apple, vous n'y arriverez pas. Jamais il n'essaiera un autre téléphone. Il est totalement converti et attaché à sa marque. Idem si on prend le cas de la marque Harley-Davidson, quand vous avez des gens qui achètent une moto de la marque Harley-Davidson, jamais plus ils ne reviendront en arrière, ils ont un attachement à la marque et la marque en joue puisqu'elle va jusqu'à créer donc des clubs de propriétaires de Harley qu'on appelle le HOG. Le HOG c'est le club des propriétaires de Harley dans le monde. Ils organisent des sorties et du coup ça renforce le lien avec la marque. Ça marche aussi d'ailleurs pour la marque Ducati qui est une marque italienne et qui organise régulièrement des week-ends à Bologne, à l'endroit où est implantée l'usine, et ils organisent donc des manifestations autour de la marque avec des sorties, des spectacles, etc. Donc cette notion de tribu, c'est très important. Alors dans un contexte un peu plus local, je vais juste vous donner un exemple de ce que fait une jeune marque qui aujourd'hui rayonne sur son marché. Alors cette jeune marque, elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle a créé une marque qui s'appelle Les Antillaises, pour ne pas la nommer. C'est une marque qui propose des serviettes de bain très bien réalisées, plutôt haut de gamme, avec un très beau tissu éponge, et qui a aujourd'hui environ 50 000 followers sur son compte Instagram. Et comme les clients s'approprient totalement et le produit et l'environnement du produit, puisque cette marque met en avant un peu le style de vie de plage, et notamment elle vend très bien la destination Caraïbes, eh bien ces clients sont tellement fans de la marque et sont tellement fiers finalement de leurs produits que souvent les clients jouent le jeu en postant des photos de la serviette et de l'environnement dans lequel la serviette est utilisée et l'envoient donc ensuite sur Instagram pour alimenter la chaîne, le compte Instagram de la marque. Et c'est intéressant évidemment pour la marque dans la mesure où ça permet de renforcer le lien avec les clients. Donc la marque organise régulièrement des concours photos pour récompenser le plus joli cliché, donc en offrant des serviettes par exemple ou des accessoires. Et le fait que les clients alimentent le compte Instagram, c'est bingo pour la marque puisque le contenu est lui-même produit finalement par les clients. Donc tout ça pour vous dire que plus vous allez renforcer le lien, plus vous ferez de vos clients non seulement des clients satisfaits, fidèles, mais des ambassadeurs de la marque, voire même des promoteurs de la marque. C'est tout bénef, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand vous raisonnez à ce niveau-là, vous avez
à la fois vos vendeurs qui sont la force vive de l'entreprise et vos clients peuvent aussi devenir vos vendeurs finalement à l'extérieur de l'entreprise. Donc plus vous serez proche de vos clients, plus vous ferez de vos clients des inconditionnels de la marque, plus ça rejaillira puisqu'ils feront finalement un travail de prescription auprès d'autres consommateurs. Voilà, ça c'était donc le T de tribu. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de ce qui est sans doute le plus important aujourd'hui quand on a un point de vente physique, c'est de réenchanter le client, de lui proposer une expérience exceptionnelle. Le consommateur aujourd'hui, il a le choix. Il peut aller sur Internet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, faire ses achats tranquillement, dans le confort douillet de son habitation et sans avoir à faire la queue, se garer, attendre en caisse. Donc pensez-y, à chaque fois qu'un consommateur fait l'effort de venir vous voir, il doit être accueilli dans de très bonnes conditions. Le commerce physique ne peut décemment se battre avec le e-commerce. Alors juste un mot sur le e-commerce. Aujourd'hui, il y a 200 000 e-commerce en France et il se crée à peu près 15 000 sites de e-commerce chaque année. Donc pensez-y quand vous ouvrez un magasin. Difficile de ne pas avoir un complément e-commerce par rapport à votre boutique, même si vous faites 10 ou 15% de chiffre d'affaires, mais il faut nourrir le Internet. Les ventes sur Internet vont nourrir votre boutique et inversement. Les deux se mélangent, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais le plus important, quand un client rentre, c'est bien qu'il reçoive un effet waouh. C'est-à-dire qu'il rentre chez vous, il doit se dire super déco, super accueil, produit bien mis en valeur. J'ai vraiment bien fait de venir dans cette boutique ou dans cette entreprise, je suis bien accueilli. Vraiment, ça me donne envie de consommer chez eux. Donc j'ai souvent un petit dicton que j'utilise, c'est « Vous n'avez jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression ». Donc soignez votre apparence extérieure, soignez votre boutique, imaginez des concepts innovants qui vont un peu surprendre le consommateur, mais dans le bon sens de préférence. Je vais juste vous donner un exemple aussi de ce que j'ai vécu ici. Il y a quelques semaines, j'ai un de mes clients qui avait une boutique, disons, traditionnelle en centre-ville et qui a pris la décision d'aller dans un centre commercial très fréquenté, un des plus gros centres commerciaux de Martinique. Et il s'est dit, si je veux faire la différence, sachant qu'il y avait déjà des boutiques qui proposaient des vêtements un peu similaires. On est plutôt sur des vêtements de style urbain, destinés à une clientèle plutôt jeune, entre 15, 25, 30 ans. Et il s'est dit, si je veux séduire cette jeune clientèle, il faut que ma boutique soit à l'image des produits que je vends. Donc il a réfléchi à son concept, il a fait venir des décorateurs d'intérieur. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans cette boutique, vous avez l'impression d'être au cœur de Manhattan. C'est très urbain. La musique, elle crache, vous avez de l'éclairage qui vient vraiment mettre en valeur les produits, vous avez des corners très bien aménagés qui suggèrent l'utilisation, vous avez des écrans géants avec des défilés de mode, enfin bon, vous rentrez là-dedans, vous prenez vraiment une gifle et ça met les autres magasins mais très très loin. Et ça cartonne comme par hasard, depuis qu'il a ouvert, le magasin ne désemplit pas parce que finalement il est venu proposer quelque chose qui n'existait pas et ça a séduit immédiatement la clientèle. Donc cette notion d'expérience idéale, il faut y penser à chaque fois que vous avez un magasin physique. C'est essentiel de proposer cet effet waouh, parce que n'oubliez jamais que le consommateur il a le choix et quand il fait l'effort de venir chez vous, il faut qu'il soit super bien reçu. Et l'expérience, elle va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un joli emballage, mais il faut que derrière vous ayez une équipe au top ou que vous-même soyez au top. Le consommateur qui vient, il a déjà fait ses devoirs sur Internet. Il est informé, il a déjà comparé les produits, donc il faut que les vendeurs qui répondent aux questions des consommateurs soient au point, qu'ils soient ultra compétents, qui maîtrisent le sujet, qui connaissent les stocks, qui connaissent les références, parce que le client aujourd'hui, il n'attend pas. Il sait que sur Internet, il peut commander à tout moment de la journée. Donc il faut former vos vendeurs à l'accueil, il faut former vos vendeurs à la vente, et il faut vraiment que cette équipe soit une équipe de rêve, une équipe de choc qui prolonge le plaisir et l'expérience du consommateur favorablement. Je vous donne juste un exemple de ce que m'a dit un client l'autre jour, qui est concessionnaire automobile, qui m'a dit « Aujourd'hui, je suis obligé d'envoyer mes vendeurs en formation régulièrement parce que je me rends compte que les clients qui rentrent en savent souvent plus que mes propres vendeurs, qui sont pourtant
des gens qui ont des années d'expérience, mais un consommateur, avant de mettre 20 000, 30 000, 40 000 euros dans un véhicule, fort légitimement, il va forcément se documenter, comparer et savoir à quel endroit il doit mettre son argent. Donc, pensez bien à cette notion de formation, d'accompagnement client, parce que c'est là que vous ferez la différence sur votre marché par rapport à vos concurrents. Les gens avec qui vous travaillez, les équipes avec qui vous travaillez doivent être formés, reformés et reformés parce que le marché va très vite, les consommateurs sont de plus en plus matures et de plus en plus informés, tout simplement. Donc il est très important de bien avoir tout ça en tête quand on raisonne expérience. L'expérience, c'est à la fois ce que vous allez vivre en interne quand le client va rentrer dans votre boutique et aussi ce qu'il va vivre avec vos équipes dans l'interaction qu'il va avoir avec vos vendeurs. Voilà, c'était les 7 caractéristiques dont je voulais vous parler. Et il y en a une dernière que je vous rajoute en bonus, même si c'est pour moi presque une évidence. Je rajouterai le S de suivi parce qu'aujourd'hui, la transaction ne s'arrête pas seulement au moment de l'achat. Il est évident que quand un client a fait le choix de venir chez vous, il faut impérativement le suivre. C'est-à-dire que c'est pas une fois que le client est sorti de chez vous, il ne faut pas le laisser tout seul dans la nature. Il faut s'assurer de la satisfaction qu'il a par rapport à votre produit ou votre service, le relancer, lui proposer de revenir consommer chez vous, parce que s'il a acheté une fois, il n'a aucune raison de ne pas revenir à nouveau. Donc, soyez dans le suivi, l'accompagnement après l'achat. Vous savez que pour moi, la phase de vente se découpe en 3, le avant, le pendant et l'après. Et l'après est très important. Les entreprises qui ont une très bonne politique de relation client sont aussi celles qui font la différence. Donc, pour nous résumer, 1. Créez votre entreprise avec une vision sur les 5 ans, sur les 10 ans. C'est très important parce qu'aucune entreprise ne peut durer aujourd'hui sur son marché si elle n'a pas la vision de l'endroit où elle sera dans 5 ans, dans 10 ans. Ensuite, innover en permanence, créer des services qui vont faciliter la vie du consommateur. Pensez à avoir toujours une longueur d'avance sur votre marché parce que les clients vous attendent là. Ensuite, affichez vos valeurs, donnez du sens à ce que vous faites. Si vous faites du commerce équitable, dites-le. Si vous reversez une partie de votre chiffre d'affaires, je ne sais pas moi, à des associations, affirmez-le aussi. Si vous avez une composition qui est vertueuse dans vos produits, affirmez-le, donnez, clamez vos valeurs, c'est très important. Ensuite, faites en sorte de créer un avantage, d'avoir un avantage unique, d'avoir le petit plus que les autres n'ont pas et qui résonnera immédiatement dans l'esprit du consommateur en disant ce produit-là, il n'y a qu'à cet endroit que je peux le trouver et ça passe parfois par des choses toutes simples, mais pensez-y, c'est super important. Ensuite, mettez-vous en scène, racontez votre histoire et essayez de véhiculer des émotions auprès du consommateur pour qu'il résonne avec vous et ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par votre site internet, ça passe par tous les points de contact que vous aurez avec votre consommateur. Plus vous le mettrez en état émotionnel, mieux il sera disposé à votre égard. Ensuite, créez une tribu autour de vous, fédérez une communauté qui partage vos valeurs, qui partage votre vision. Pour reprendre un peu tous les points précédents, repensez à l'exemple des fondus, des inconditionnels d'Apple, des inconditionnels de Harley qui vont même jusqu'à se tatouer le logo Harley-Davidson sur leur épaule ou sur leur bras. Bon, je vous en demande pas tant, on n'allait peut-être pas demander ça tout de suite à vos clients, mais c'est simplement un exemple pour vous dire si vos clients deviennent des vrais ambassadeurs et des vrais promoteurs de votre marque, c'est évidemment gagné. Ensuite, faites vivre une expérience enthousiasmante à vos clients quand ils rentrent chez vous, soit grâce au design de votre boutique, soit grâce à l'enthousiasme de vos équipes de vente qui doivent être vos doubles, vos clones, qui doivent absolument porter votre entreprise et non pas juste être là, voilà, excusez-moi, mais vous ne devez pas prendre des exécutants, prenez des champions de la vente, prenez des champions de la relation client. Et enfin, suivez vos clients, ne les laissez pas en plan une fois qu'ils ont fait l'achat, puisque le début de la relation client, je vous le rappelle, démarre à l'achat. L'achat n'est que le début de la relation client et c'est tout ce que vous allez faire après qui fera la différence. Voilà, c'était une capsule assez dense. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Je vais vous remettre tout ça dans la description de la vidéo. Je vais vous donner aussi quelques exemples d'entreprises qui sont dans cette démarche bien vivante. En tout cas, merci pour votre fidélité puisque la chaîne grandit petit à petit. C'est la petite chaîne des entrepreneurs qui monte. En tout cas, je vous dis merci.
Bon business et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.